Comme Olivier est très précieux, on va le garder. Et il va donner un coup de main à Éric Sage, qui va nous présenter donc son cépage à lui. Moi, c'est une rencontre que j'ai faite à Vina Viva. Il faut que je vous parle de Vina Viva, parce que Vina Viva, c'est une grosse association qui est à côté entre Langeais et Tours, et qui organise 2 salons par an, des salons toujours bio, un salon uniquement réservé aux producteurs régionaux et un salon réservé aux producteurs de la France entière, avec à chaque fois, je crois que c'est 25 vignerons. Donc c'est toujours très très intéressant. Ils s'intéressent aussi souvent aux cépages modestes, et tous les ans il y a un cépage qui est mis en avant avec des dégustations comme ça. Donc, et c'est d'autant plus des amis que c'est, je pense, sans dire de bêtises, une association qui a été créée par Henri Galinier. Henri Galinier qui nous a envoyé un message ce matin pour nous souhaiter de très belles rencontres. Henri Galinier a été pendant très longtemps un fidèle de nos travaux. Il fait un travail absolument remarquable parce que lui, il est CNRS et il est médiéviste, spécialiste de l'histoire des villes. Il est du laboratoire de Tours. Et Henri, c'est un travailleur extraordinaire, passionné, et qui met son nez dans les vieilles archives et qui vous trouve des choses vraiment remarquables. Et un de ses dadas, c'est de détruire les légendes qu'on raconte sur les cépages. Hein. Et par exemple, Michel Gendrier est là avec son Romorantin. On a longtemps dit que le Romorantin, ça avait été amené par François Ier, etc., etc. Donc Henri a prouvé absolument d'une manière scientifique et indubitable que le Romorantin n'avait rien à voir avec François Ier et que le fameux plan de Beaune, le plan de Beaune, c'était tout simplement du Pinot que François Ier avait fait. Bon, par exemple, mais il y a des tas d'autres exemples. Henri a un blog qui sur les cépages de Loire, je pense, et donc qui est alimenté très très régulièrement. Et Henri fera une conférence lors du salon dont je peux donner la parole justement à sa fille, Jeanne, qui a été notre secrétaire pendant un certain temps, qui peut vous parler de ce salon, qui va être justement un autre des salons de cépages modestes, mais là c'est un petit peu, pas notre enfant, mais presque. Jeanne, si tu veux venir juste dire un petit mot de cette manifestation qui va avoir lieu très bientôt, pendant qu'on y est, et je terminerai juste en disant que c'est à Vina Viva que j'ai eu la curiosité et le plaisir de goûter un cépage. Dans les cépages modestes, on en a souvent parlé, il y a quelque chose, moi, qui me ravit absolument, c'est les noms de ces cépages-là. La négrette de Bagnard, on voyage complètement. Et là, moi, j'ai goûté du précoce de Malingre, et je vous assure qu'en plus, c'est très très bon. Donc vous allez voir, tout à l'heure, on va parler du précoce de Malingre. Je donne pour l'instant la parole à Jeanne, qui vous explique ce que c'est que ce salon, vite fait. Oui, non, très rapidement. Mais pour revenir sur mon père, je fais partie donc du laboratoire de recherche que mon père avait créé il y a longtemps. Je suis chercheur associé maintenant dans ce laboratoire. J'étais venue déjà vous présenter CEP Atlas il y a quelques années. Là, c'est mieux. Donc CEP Atlas maintenant fait partie d'un programme plus vaste qui s'appelle CEP Histoire. Donc où on travaille vraiment sur toute l'histoire des cépages, la façon de nommer la vigne. Martine Chambol, qui est quelque part, voilà, en fait partie aussi. Enfin, on est plusieurs, et on a là créé un salon qui va avoir lieu le premier week-end de décembre, qui s'appelle Altervinéa, qui est donc un peu un bébé, on peut dire, des rencontres des cépages modestes, puisque l'idée c'est de faire un salon de vin de cépages à redécouvrir, donc avec des vignerons, quelques-uns sont présents ici, Agathe et Romaric du domaine de Quissat, Nicolas Gonin, peut-être d'autres, je ne sais plus, j'avais pas du tout prévu de parler, alors je suis désolée, c'est un salon qui est vraiment arrimé à la science et où on va profiter de ce salon pour vous présenter nos travaux de recherche pendant le week-end. Et donc là, cette année, mon père, le vendredi soir, propose un entretien
où il parlera des cépages, de la notion de cépage traditionnel. Et puis ensuite, il passera la main pour les années suivantes. Et chaque année, il y aura quelqu'un qui travaille sur les cépages, sur l'histoire, sur la vigne, qui viendra le vendredi soir faire un entretien, une conférence et parler de son travail. Voilà. Merci. À Langeais, à 25 km à l'ouest de Tours. Merci. Donc, ce à quoi on a tenu quand on a créé les cépages modestes, c'est que ce soit un endroit où il y a uniquement des conférences et des dégustations. Donc, il n'y a rien à vendre ici. On ne fait pas de commerce, mais bien sûr, les vignerons qui font des cépages modestes, ça les intéresse aussi éventuellement d'en vendre. Quand on a commencé en 2010, il n'y a que nous qui existions de cette manière-là. Je crois aujourd'hui, il y a 9 associations qui organisent des salons de cépages rares, hein, un peu dans toute la France à toutes les périodes de l'année. Donc oui, on a quand même fait des petits, c'est pas si mal. Et ça, c'est le dernier bébé, on peut dire, et celui-là, on y tient un peu plus parce que c'est vraiment des amis proches qui l'organisent. Voilà. Eric, la parole. Merci pour votre accueil. Donc Eric Sage, je suis vigneron à Brême-sur-Mer, comme ça. Vigneron depuis 2016 seulement. Fils d'agriculteur et une passion pour le vin très tôt. J'ai fait des études en viticulture et puis j'avais qu'un souhait, c'était de m'installer comme vigneron. Et heureusement que ça n'a pas été le cas parce que je me suis aperçu qu'à la suite de mes études, j'étais un bon technicien, mais je n'avais pas compris grand-chose au vin. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer dans le monde du vin pas mal de vignerons qui m'ont fait grandir et j'ai fait différents métiers dans le vin. J'ai été régisseur de domaine, j'ai été maître de chai, j'ai travaillé dans les vignes, j'ai été agent commercial, ce qui n'était pas le meilleur métier que j'ai pu faire, qui ne m'a pas du tout plu, tout du moins. Et puis j'ai tenu un bar à vin, ça c'était une expérience très sympa parce que j'ai rencontré beaucoup de viticulteurs. Et j'ai eu la chance un jour, sur une petite annonce, de trouver un domaine qui était à reprendre et qui se trouvait en bord de mer en Vendée, ce qui est mon territoire d'origine, puisque je suis vendéen. Et quand j'ai visité le domaine, j'ai eu un vrai coup de cœur. Et je pense que c'est très important d'avoir un coup de cœur quand on va quelque part. J'ai eu le coup de cœur après avoir dégusté les vins, bien sûr, mais surtout l'environnement m'a beaucoup plu. Donc, on s'est concerté avec Petra, mon épouse, et on a décidé de reprendre ce domaine qui se trouve à Brême-sur-Mer. Donc Brême-sur-Mer, on est sur la côte vendéenne. On appelle ça la côte de lumière, ça a son importance. On se trouve entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on va dire, et les Sables d'Olonne. Et Brême-sur-Mer, c'est un terroir où il y a le prolongement du massif armoricain. Vous avez la mer, derrière vous avez des marécages. Et ensuite, donc là on est sur du sable, beaucoup de sable. Vous avez les dunes, du marécage et ensuite vous remontez sur un plateau. Et les vignes se trouvent à entre 30 et 48 mètres au-dessus du niveau de la mer sur différents terroirs. Et le coup de cœur que j'ai eu, c'est que ces vignes finalement sont dans un environnement très préservé, bocageux, avec des haies. Il y a très peu de vignes, il y a 120 hectares au total, et le domaine que j'ai repris en comportait 14, ce qui était déjà pas mal. Et donc beaucoup de haies, des terroirs intéressants, une grande variété de cépages, un écosystème préservé, beaucoup de chênes verts, du frêne, etc. Et en visitant le domaine, j'ai vu tous ces cépages et parmi eux, il y avait, pour les blancs, il y avait donc le fameux précoce de Malingre. Alors précoce de Malingre, je ne connaissais absolument pas quel était ce cépage, j'en avais jamais entendu parler. Et en me renseignant un petit peu, j'ai compris quelle était l'origine de ce nom. Alors précoce, parce que comme son nom l'indique, il est précoce, il arrive à maturité très, très tôt. Et Malingre, qui est le nom de l'agronome, enfin de l'horticulteur exactement, qui en 1838 a créé ce cépage en croisant
deux cépages qui sont la bicane et le pinot. Là, peut-être que tu peux nous en parler, parce que tu as beaucoup d'anecdotes croustillantes. Ah oui, non, parce que c'est un cépage effectivement qui aujourd'hui est quasiment pas connu, mais qui a eu quand même son importance, et puis en plus qui a une histoire après sa création. C'est-à-dire que, alors on a de la chance, on connaît pas mal de choses de ce monsieur Malingre, parce que c'était effectivement un horticulteur qui était lui-même fils d'un jardinier du duc d'Orléans. Je me rappelle bien, et qui a eu aussi un fils qui a fait pas mal de choses en horticulture, entre autres qui a créé une société d'acclimatation horticole à Madrid. Voilà. Donc il a laissé des traces dans la littérature, et en particulier dans les actes de la société d'horticulture dite de France. Voilà. Donc il était effectivement pas loin de Paris, et alors il était surtout connu pour des fleurs. C'est un horticulteur, et il s'est mis à croiser de la vigne. Alors assez tôt dans l'histoire, parce que les croisements volontaires, vraiment les premières hybridations intraspécifiques, c'est-à-dire au sein ça c'était pas des hybridations avec des variétés ou des espèces américaines, etc., mais au sein de croiser des cépages entre eux. En gros, ça a commencé les hybridations volontaires en France en 1828. C'est Monsieur Deboucher qui a commencé et qui a obtenu une 60aine de variétés, dont le fameux Alicante Boucher, le Morastel Boucher, le Grand Noir de la Calmette, etc. Donc c'était 1828 vraiment les premiers croisements dirigés. Et ce monsieur, il a commencé à partir de la fin des années 1830, c'est-à-dire assez tôt finalement dans l'histoire des croisements. C'est Monsieur Malingre. 1838, 1839, il a commencé ses croisements. On ne sait pas à quelle date vraiment, peut-être 1840, il a obtenu celui-là qui a été sélectionné après, parce que c'est le seul qui nous reste de ses obtentions. Le problème, c'est qu'il est mort très vite. En 1849, il est mort très vite. Je crois que c'est du choléra, mais apparemment ça a été foudroyant. Et après sa mort, eh bien bon, il y a eu quelque chose qu'on trouve dans des comptes rendus, une visite de son jardin d'expérimentation où il y avait 17 variétés qu'il avait sélectionnées, qui étaient en cours d'essai, dont celle-ci, je sais plus, elle porte un numéro, et on devine que c'est celle-là, une variété précoce, etc., et qui s'est développée donc bien après sa mort. À partir après les années 1850, et qui a eu un gros succès parce qu'à l'époque on cherchait des variétés précoces, et les hybrideurs, alors il y a eu certains, il y a eu Moreau, Vibert, il y a eu un certain nombre d'hybrideurs qui cherchaient la précocité. Alors pourquoi? D'abord parce que j'ai dit, il était en Île-de-France. Alors il y avait un gros vignoble en Île-de-France, il y avait aussi des vignes en Normandie, etc. Et à l'époque, on avait plutôt des problèmes de maturité. Et donc on cherchait vraiment la précocité, à la fois pour les cépages de table ou de cuve. Alors je suis incapable de dire, étant donné le croisement, s'il a cherché à faire un cépage de cuve ou de table. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le précoce de Malingre, il est inscrit au catalogue français comme cépage de cuve. Il a un comportement un peu entre les deux. Un petit peu entre les deux, il pourrait servir à la table, à la cuve, mais il est classé comme cépage de cuve. Bon. Et donc ce précoce de Malingre, il a eu un gros succès en France, mais pas seulement, donc à la fin du 19e, puisqu'il a servi à d'autres hybrideurs à faire comme base de croisement pour faire des cépages précoces. C'est devenu une référence de précocité et de qualité. Il accumule le sucre assez vite, et c'est ce qu'on cherchait à l'époque, quelques problèmes de maturité, ce qui fait que des personnes, alors en France, en Allemagne, en Italie, ont croisé ce précoce de Malingre pour en obtenir d'autres variétés, et même en Russie. Et donc on connaît aujourd'hui 11 descendants directs de ce précoce de Malingre, dont 2 sont inscrits au catalogue français. Là, je peux citer la Madeleine Céline. Bon, c'est pas un peu anecdotique. Descendant du précoce de Malingre, le deuxième, j'ai oublié. Ça me reviendra. Donc, on a aussi, par exemple, un cépage italien obtenu par Pirovano, qui a obtenu l'Italia, entre autres, et qui a aussi utilisé la Madeleine, le précoce de Malingre pour obtenir des variétés précoces. Voilà. Et alors, juste pour finir, cette variété, elle se retrouvait en Russie au début du XXe siècle, où à l'époque de Lysenko, de terrible mémoire en Russie, qui était le président de l'Académie des sciences agronomiques soviétiques et qui avait des idées assez particulières sur la génétique, et où en gros, il fallait trouver des variétés à cycle court qui puissent mûrir en Sibérie, grosso modo. Alors ils avaient poussé l'idée assez loin, c'est-à-dire qu'ils essayaient aussi de faire des semis de citronniers en Sibérie, en pensant que ça ferait des agrumes qui mûriraient, en disant que il suffisait de planter des graines dans un environnement donné pour que les plantes s'adaptent. Évidemment, ça a beaucoup échoué. Mais enfin toujours est-il que ce
ce précoce de Malingre, il a été utilisé à l'époque, c'était un expérimentateur jardinier, etc., Michourine. Il a auto-fécondé, il a fait des semis d'auto-fécondation de précoce de Malingre. Il a obtenu une variété qui s'est appelée le Seyanets malingra, qui était un semis, donc une auto-fécondation. Et ce Seyanets malingra, il a été croisé après coup avec, par le même Michourine, avec une espèce sauvage asiatique, Vitis amurensis, donc pour faire un hybride qui a une bonne résistance au froid, une grande précocité, etc. Et ce cépage qui s'appelait le Séverny, eh ben, il a été utilisé après en Allemagne, entre autres, mais aussi d'abord en Russie et en Allemagne. Et à la fin, quand on remonte tous les croisements qui a subi cette variété, eh ben, on tombe que c'est un arrière-arrière-arrière-grand-père, ce précoce de Malingre, des nouvelles variétés de l'INRA, Resdur, hein, le Floréal, l'Artaban, le Voltis, et non, pardon, les nouvelles variétés qui sont sorties en dernier, c'est pas cela. C'est le Sélénor, l'Opalor, le Lilaro, le Coliris, qui sont sortis en 2022. Et donc, eh ben, de fil en aiguille, ce précoce de Malingre, eh bien, on le retrouve dans des généalogies de cépages très modernes, parce que, un peu par hasard, il est rentré au départ, hein, dans ces croisements. Voilà. Donc c'est une variété qui a été très populaire, qui a, par contre, après le phylloxéra, c'est beaucoup moins replanté. Hein. Je savais même pas que quelqu'un en cultive encore. Hein. J'ai été surpris. Il y a quasiment pas, ou il n'y a pas de surface recensée. Mais c'était à une époque vraiment où on cherchait la précocité. Donc ce qui a assuré son succès, c'est ça, c'est sa précocité, cette capacité à vite accumuler les sucres. Et après, il a servi de base pour ça à d'autres créateurs de nouvelles variétés, quoi. Voilà. Donc il a une histoire, une vraie histoire. Voilà. Oui, alors les parents du précoce de Malingre, oui, c'est un croisement de bicane. Alors la bicane, c'est un cépage particulier, c'est un cépage de table. Clairement, il a un comportement de cépage de table, avec des grosses baies, etc. Mais qui est femelle, uniquement femelle, donc qu'on trouve souvent. Alors, on a trouvé lors des prospections avec Michel dans l'Aveyron, on a trouvé 2 ou 3 fois des souches de bicane. Et ce cépage-là, il a aussi servi à Pirovano, celui qui a créé l'Italia, comme je vous l'ai dit, c'est un des 2 parents de l'Italia, le bicane aussi. Il a croisé bicane muscat de Hambourg. Et donc muscat de Hambourg. Et donc Pirovano, pardon, pour obtenir l'Italia. Et donc le précoce de Malingre, c'est cette bicane avec du pinot noir. Donc c'est pour ça, d'un côté, un cépage plutôt de table, de l'autre, un cépage nettement de cuve. Donc on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il essaye d'obtenir. Est-ce que c'est une pollinisation accidentelle? Il ne voulait pas obtenir ça, on ne sait pas. Hein. Ça aussi, c'est tout à fait possible parce que les méthodes de pollinisation étaient un petit peu aussi empiriques. Hein. On mélangeait les grappes entre elles en cours de floraison. La castration, vraiment, pour enlever les organes mâles des cépages hermaphrodites n'est arrivé que plus tard. Enfin, là c'est un cépage femelle, donc il n'y avait pas besoin de castrer. Mais enfin, en tout cas, les pollinisations étaient un petit peu empiriques. Voilà, donc peut-être tous les hybrideurs de cette époque ont eu des pollens exogènes qui sont venus polluer ce qu'ils voulaient faire. Donc on sait pas trop. Ça on sait pas parce qu'il n'a pas laissé d'écrit ça pour dire j'ai croisé la bicane avec le pinot. Ça c'est les analyses génétiques qui ont montré après coup ce qui avait été fait. Au passage, au départ, ils revendiquaient surtout des autofécondations de chasselas, travailler avec le chasselas. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout de chasselas dans ce croisement-là. Voilà. Ça, c'est une excellente question. Alors, le catalogue vigne, il a été établi en 1960, enfin à partir de 1960, sur des consultations régionales, locales, sur des cépages qui étaient largement connus, et d'autres pour entériner des situations. Donc, ça veut dire que probablement, dans les années 60, il y a quelqu'un qui a fait remonter l'information que ce cépage, qui était quand même connu et maintenu dans les collections, il devait être planté quelque part. Et que donc, pour lui donner une valeur administrative à la plantation, hein, après le recensement de 1958, j'ai pas regardé. Hein, on pourrait regarder dans... Oui, c'est-à-dire la catégorie qui est la plus représentée, c'est-à-dire qu'on peut multiplier, planter, et avec laquelle on peut faire du vin aussi, puisqu'il est classé en cépage de cuve. Voilà. C'est que probablement, il y avait eu, effectivement, j'ai pas regardé les surfaces recensées en 58 sur le premier recensement, il devait y en avoir, ce qui a motivé son inscription au catalogue. Voilà. Toujours est-il que sur la côte de Lumière, donc en Vendée, il y avait plus de 50 hectares il y a une centaine d'années. Et depuis les années 70, il a été arraché. Et aujourd'hui, les vignerons n'en veulent plus parce que
Comme son nom l'indique, il arrive à maturité en plein mois d'août, et les vignerons n'ont pas envie de mettre leur cave en route pour des petites surfaces. Alors heureusement, j'ai repris le domaine de Monsieur Roux, qui lui a replanté une vigne il y a une 50aine d'années. Et puis finalement, c'est un gros avantage, c'est que ça nécessite de mettre la cave en route à partir du 15 août, on va dire. Mais le gros avantage, c'est que la cave est prête quand le reste de la vendange arrive. Voilà. Voilà. Donc moi, ce cépage, quand j'ai commencé à le travailler, j'étais assez surpris parce qu'on disait précoce, mais finalement, il débourre en même temps que le chardonnay. Donc c'est quand même précoce, mais voilà, il débourre en même temps que le chardonnay. Ensuite, la fleur se fait à peu près en même temps, mais c'est tout le cycle qui suit entre la fleur et la maturité même. C'est qu'on dit toujours qu'il faut une centaine de jours, et là, on descend carrément à 90 jours à peu près. Je crois que par rapport au chasselas, on est 10 jours en dessous la maturité du chasselas. Alors, c'est un cépage qui est assez curieux. Petra, peut-être tu peux montrer les photos juste avant. C'est pour montrer aussi un peu le contexte, parce que vous voyez que les vignes donnent sur la mer. On ne le voit pas très bien sur la photo de gauche. La mer est à 1,5 km environ. La plupart des vignes étaient dirigées en tête de saule à l'époque. Donc sur le vignoble que j'ai repris, il y a à peu près plus de la moitié des vignes qui ont plus de 60 ans. Et il y a quelques vignes centenaires d'ailleurs, qui étaient menées en tête de saule. Alors, on prend juste une tige que l'on met sur un fil à peu près à 50 cm. Ensuite, la plupart des vignes ont été montées et palissées, mais il n'en demeure pas moins que le palissage est très bas. Comme vous pouvez le voir avec les vendangeurs sur la photo du haut, le palissage est à 1,20 m à peu près. Je ne parle pas assez fort. À la tête de saule, ben en fait, j'explique là, c'est comme une boule finalement, une tête de saule, et on sélectionne chaque année des rameaux. Alors pareil, il faut faire attention parce que on sélectionne nos rameaux fertiles pour faire nos baguettes, une baguette, et tous les autres, ce sont plein de petits coursons que l'on laisse de droite et de gauche, à peu près dans l'alignement. Et finalement, ça pousse très peu, ça monte à une hauteur de 1 mètre, ça reste assez droit, et voilà, c'est tout. Et ce qui est très amusant, c'est que on parle de greffage depuis le début, c'est que les têtes de saule, elles étaient greffées, mais qu'au fur et à mesure, elles ont été montées, et au bout d'un moment, elles prenaient de la masse, et elle s'affranchissait au niveau du sol. Donc, je ne sais pas si on peut parler de pieds greffés à ce moment-là. Donc, la vigne de Précoce, qui présente aujourd'hui 34 arts, c'était donc une tête de saule qui a été montée et palissée. Et donc, tous les ans, quand on passe dans cette vigne, elle a un aspect très buissonnant. C'est pas une vigne qui est très... je ne pense pas que ce soit un cépage qui soit très vigoureux. Par contre, il y a une très belle fertilité. Alors, ce côté un peu buissonnant, ça nécessite quand même pas mal de travaux en verre. Il faut faire des ébourgeonnages très soignés. Le palissage, il est très anecdotique parce que on fait juste un petit remontage, et en fait, ça ne nécessiterait pas de palissage parce que le port est assez droit. On a des feuilles qui sont plutôt jolies avec 5 lobes et puis des dents assez pointues. Les jeunes feuilles sont jaunâtres. Alors ça fait drôle au début, mais elles sont assez jaunâtres. Et puis on a des grappes alors très différentes, mais ce sont plutôt des grappes cylindriques. Cylindriques avec des petits grains, et elles sont assez lâches. Et ce qui est très beau, c'est que moi j'aime bien laisser mûrir ce cépage. Donc, ce qui est très beau, c'est qu'elles deviennent très dorées, et le jus du Précoce est très sucré. Alors, comme tu disais tout à l'heure, l'intérêt, c'est que ça prend du sucre très vite, mais par contre, on n'a jamais des gros degrés sur ce cépage. En 2022, qui était l'année de la canicule, on va dire,
et de la sécheresse, on avait des vins qui sont montés à 12,5 à peu près, voilà. Et c'était déjà pas mal. C'est des sortes de gobelets vendéens. Comment? Ah non, non, c'est taillé. En fait, c'est taillé en guyot, mais après, c'est au niveau de la pousse. Ouais. Oui, oui. Ouais. Alors, oui, on peut, oui, parce qu'en fait, le vignoble de Brême, tous les cépages en général, est situé vraiment au bord de l'océan. Et comme je vous parlais tout à l'heure de la côte de lumière, alors cette luminosité, cette présence de l'océan qui finalement permet d'avoir des températures plutôt régulières, contrôlées, jamais très chaud. Ça permet au raisin de mûrir et de garder une belle acidité, de bonne fraîcheur. Donc ça, c'est la typicité vraiment de nos vins. Puis en plus, il y a cette minéralité parce que les vignes ne poussent pas dans le sable, elles poussent vraiment dans la rocaille. Hein. On a beaucoup de rhyolite, on a du quartz, et on a pas mal de schiste aussi. Et puis, on a bien sûr ce côté salin qui, pour moi, vient plus du sol que de la présence de l'océan, comme on dit souvent. Parce que les embruns, ça peut apporter des saveurs, mais c'est plutôt des saveurs iodées, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a des différences des fois, et je trouve que la salinité, elle se développe vraiment quand le vin vieillit un peu, quand il acquiert sa complexité, finalement, quand il acquiert une certaine sagesse. Et au début, on a ces arômes plutôt fermentaires, mais on peut trouver quand même des notes un peu iodées. Ouais. Alors, au niveau des vinifs, justement, alors c'est un cépage qui m'a beaucoup surpris. Donc, je le vendange. Donc, chez nous, tout est vendangé à la main, et puis tout est vinifié naturellement. Je le dis parce que c'est une question que je me pose toujours quand on étudie les cépages. Est-ce que ceux qui vinifient utilisent des levures ou pas? C'est une question importante parce que ça peut réellement changer le caractère d'un vin. Alors souvent, je fais un petit pied de cuve sur ce raisin. Comme je disais, je vendange assez mûr. Et puis, mais par contre, je récolte un peu de mou assez tôt, que je presse, que je sulfite un petit peu pour sélectionner un peu la population. Et une fois que ça fermente, je réalise mes vendanges et je fais un pied de cuve pour que ça parte relativement vite. On vendange toujours à la fraîche. Je ne suis pas un ayatollah des contrôles des températures parce que j'ai remarqué depuis le début que j'ai l'impression que dans chaque mou, dans son ADN, il y a une température de fermentation. Et je trouve qu'il y a des vins qui fermentent bien à 18 et d'autres qui fermentent bien à 22 degrés. Enfin, voilà. Et donc, lui, c'est un vin qui fermente à une température de 20 degrés, on va dire. Et donc, ils sont tous débourbés, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr, c'est pas forcément évident, mais ils sont débourbés, pas complètement clairs. Ensuite, on fait ce que l'on appelle bien sûr l'ensemencement avec le pied de cuve. Et ce qui est surprenant, c'est qu'à chaque fois, les fermentations se font en 8 jours. Donc, en 8 jours, tout est fermenté. On a l'impression que c'est vraiment un cépage hâtif, qui a besoin que tout se fasse vite. Et en 15 jours, les malolactiques sont réalisés aussi. Donc, auparavant, le vigneron profitait de ce vin qui était prêt très tôt pour le vendre en vrac, un petit peu sucré, etc. Et puis, depuis qu'on a repris le domaine, je trouvais que c'est un cépage qui a déjà une vraie personnalité, qui a des saveurs très subtiles, un peu florales au début. Certains me disent qu'il a un petit goût de vionnier parfois dans sa jeunesse, pas au niveau du corps, mais au niveau aromatique. Et puis ça prend très vite des arômes de fruits blancs, et quand ça vieillit, ça prend vraiment cette minéralité, salinité très, très intéressante. 2016. Donc, c'est pas très vieux. Première vendange, 2016, ouais. À moi, oui. Donc, en fait, mes premiers, oui, parce qu'autrement, j'en ai jamais goûté de plus vieux.
Et en fait, il a carrément changé de profil, mais il garde beaucoup de fraîcheur. Et ce qui est curieux, c'est que ce n'est pas des cépages qui ont beaucoup d'acidité, mais par contre, ce sont des cépages qui, grâce à la minéralité, je pense, expriment bien la minéralité. Et donc, ils ont cette colonne vertébrale qui leur permet de se maintenir, de vieillir, quoi. Et je trouve toujours qu'on parle de... Il a cette fraîcheur aussi qui est là. Et une certaine légèreté. Alors, quand je dis légèreté, c'est pas parce qu'il est léger qu'il n'a pas de goût. Il a du goût, mais c'est pas un goût brutal. Et je trouve que ça vieillit très bien, justement, grâce à cette légèreté. En plus, je fais des vinifications naturelles, donc je ne cherche pas à faire des bêtes de concours, des vins qui ont des épaules, etc., parce que du coup, on va sortir du profil du vin qu'on recherche. On est en bord de mer, et ce qu'on recherche, c'est d'avoir des vins avec de la fraîcheur. On cherche une expression qui peut permettre justement de boire ces vins avec toute notre cuisine locale. Et c'est pour ça que je préfère les laisser se vinifier, garder cette légèreté apparente. Est-ce que c'est un cépage très productif ou... Alors, le prédécesseur, il me disait souvent avec ce cépage-là qui montait, qui faisait des rendements à 2 chiffres. C'est plus le cas aujourd'hui. Hein. C'est plus le cas aujourd'hui. D'ailleurs, d'abord parce que les vignes ont plus de 50 ans, parce qu'on fait très attention. Pardon ? Vous taillez très court, vous laissez très peu de bourgeons. En fait, je taille assez long, mais j'ai bourgeonne. Enfin, voilà. Mais je sélectionne. C'est un cépage, qui est assez fragile au milieu. Certains disaient que c'est un cépage qui est fragile et sensible à la pourriture, mais forcément, quand on fait plus de 100 hecto-hectares, voilà. J'ai jamais eu de problème de pourriture, d'autant plus, comme j'expliquais, c'est que les grappes sont un petit peu lâches. Et voilà, c'est très agréable. Alors, il a quand même aussi un gros problème, c'est comme il est précoce, eh bien, on est en période de sécheresse, vous savez, c'est l'été, eh bien, ça fait le régal des sangliers, des chevreuils. Donc, heureusement, on a négocié avec la société de chasse qui est venue faire des analyses, enfin des repères de traces. Et en fait, ils ont dit non, tes clôtures, ça sert à rien. Dormir dans ton camion avec ton chien, ça sert à rien. C'est ce que je faisais pendant des nuits et des nuits. Mais mon chien était tellement content de dormir à côté de moi qu'il ne se réveillait même pas. Et par contre, les responsables de la Fédé sont venus et ils se sont aperçus que c'était des blaireaux. Donc, ils nous ont payé un filet qu'on a mis tout autour, électrique, et ça fait 2 ans qu'on n'a plus aucun problème. Voilà. Et on a essayé de tirer... Pardon. Alors, en rendement, actuellement, alors cette année, ça fait 2 ans qu'on a des jolis rendements, sauf l'année dernière qui était une année de sécheresse. Mais cette année, on est à une 50aine d'hectos, 55 hecto-hectares. Ouais. Et l'année dernière, on avait beaucoup de raisins, mais on avait peu de jus. Mais ça, beaucoup de vignerons l'ont connu. Voilà. Et puis, comme je vous expliquais, je vous disais toujours que c'était un vrai problème parce que comme il arrive à maturité, il faut relancer la cave, donc tout le monde l'a arraché. Nous, on a transformé un petit peu ce problème en avantage. C'est qu'on est sur la côte vendéenne et puis qu'on s'est dit, ça serait bien d'avoir pas que des gens qui se fassent bronzer. Et on a passé des petites annonces et régulièrement, tous les ans, on fait des vendanges, des découvertes de vendanges. Ça dure une demi-journée. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et puis, on a 25 personnes, on leur fait un petit casse-croûte et une petite dégustation. Et finalement, ça plaît bien. Ce sont des clients par la suite, quoi. Donc, c'est intéressant. Voilà. Alors, pour vous dire une dernière chose, c'est que c'est un cépage qu'on aime tellement qu'on a fait une sélection massale et on en a replanté cette année 30 arts. Voilà, pour vraiment le sauver. Et puis, j'ai confié 1500 pieds. Attendez, oui, je crois que c'est ça. 1500 pieds à un jeune vigneron qui s'est installé en Bretagne. J'ai plus le nom, mais j'ai plus le nom où il se trouve, mais ouais, dans le sud de la Bretagne, voilà. Donc affaire à suivre, il l'a planté. Voilà, c'est ça. Donc je pense que le précoce a de beaux jours devant lui.
Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Eric. Il y a aussi quelque chose qui est tout à fait intéressant dans ces cépages modestes, c'est l'histoire. Hein. L'histoire de ce cépage qui est fantastique quand même. Hein. Quand on voit des voyageurs en URSS, que ça revient dans les derniers restes durs, etc. C'est absolument extraordinaire. La vie de la vigne, c'est aussi bien biologiquement que historiquement que géographiquement. C'est une plante absolument merveilleuse. Pas de questions? Voilà, ben vous allez le goûter, bien sûr. Je vous rappelle que nous avons une tombola. Je suis sûr qu'il y a des gens qui... Voilà. Mon épouse qui est là-bas vous vendra des tickets, 5 €. Le premier lot, c'est 12 bouteilles de notre cave, et ce n'est pas les pires, loin de là. Vous avez vraiment sélectionné les meilleurs. Le deuxième lot, c'est 6 bouteilles de notre sélection de cave aussi. Donc n'hésitez pas à vous procurer quelques billets, il en reste encore pas mal. Ça nous permet aussi de pouvoir nous payer un certain nombre de choses, comme des professionnels pour enregistrer, etc. etc. Voilà.